Deuxième partie du débat sur Direct Gestion, toujours en compagnie de Théodore Stanton, manager chez Haussmann Consulting Group, et Laurent Pensée, gérant chez Palatine Asset Management. Alors Laurent, vous êtes spécialiste des small et mid cap, on va en parler, on va en dire un mot, parce qu'elles n'ont pas été épargnées depuis le début de l'année, on pourrait se dire, valeur plus ou moins domestique, petite valeur, actionnariat stable, et pourtant elles ont baissé plus que les grands indices. Pourquoi cette sous-performance des small et mid cap depuis le début de l'année ? Tout simplement parce que les gérants grande capitalisation, quand ils construisent leur portefeuille, s'ils ont envie de faire véritablement de la performance, ils vont chercher de la petite et moyenne capitalisation. Pourquoi ? Parce que quand vous faites de la grande, vous êtes plus ou moins indicé, tout le monde fait à peu près la même chose, mais ceux qui se distinguent, c'est ceux qui vont chercher des petites et moyennes valeurs. Donc en phénomène inverse, quand ça se passe mal, ces gars-là, quand ils ont envie de vendre, ils vendent, ça ne représente pas un pourcentage super important de leur portefeuille. Donc ils balancent. Tandis que nous, gérant petite et moyenne capitalisation, on sait raison garder, on est beaucoup plus raisonnable donc par essence, et donc on attend et on va aller profiter maintenant de ces valeurs qui sont balancées pour faire des achats à bon compte. Alors lesquels justement, quel secteur ou les valeurs sur lesquelles, qu'est-ce que vous êtes en train de ramasser ou peut-être que vous êtes en train de renforcer puisque vous les aviez déjà et que vous profitez donc de cette baisse ? Alors, en termes de secteur, ça ne fonctionne pas comme ça dans les petites et moyennes capitalisations, c'est de la sélection de valeurs, donc les secteurs, c'est quelque chose qu'on va regarder ex post. Pour autant, vous avez raison de souligner qu'il y a des secteurs qui continuent à afficher une croissance de 10-15% avec un organique très fort, en particulier c'est le secteur médical. Donc dans ces petites et moyennes capitalisations, qu'elles soient françaises, qu'elles soient allemandes ou qu'elles soient d'autres pays, vous avez un certain nombre d'acteurs, que ce soit dans le maintien à domicile, que ce soit dans tout ce qui est EHPAD, les Corian, les Médicas, je cite Corian parce qu'elle a perdu de façon structurelle un grand nombre de pourcentages, mais vous avez un certain nombre de valeurs dans ce secteur médical qui est très intéressant. Donc à la périphérie de ce secteur médical, vous pouvez aller chercher des biotech, puisqu'on nous a expliqué, on l'a vu, la valorisation aux États-Unis s'est cassé la figure, donc je ne sais pas si on s'est européanisé du côté de l'Amérique, mais en tout cas nous on s'était américanisé, on avait fait monter des valorisations complètement folles et on nous expliquait que ça allait continuer. Et là on se retrouve avec des valeurs dans la biotechnologie qui ont été divisées par deux. Donc moi quand je regarde une valeur comme DBV Technologies qui est divisée par deux alors elle est quasiment défensif puisque c'est un modèle qui est en phase 3, donc qui va sortir un médicament dans 1 an et demi. Ils ont 300 millions de trésorerie, ils ont eu recours au marché, ils n'ont pas besoin d'argent. Et on nous explique qu'à 40 €, attention, alors qu'à 80 €, il fallait bourrer la mule. Ouais. Donc moi je suis désolé, quand on sait raison garder comme tous les gérants valeur moyenne, vous pouvez vous dire que là il y a une véritable opportunité. Donc le médical, le paramédical, la biotechnologie, vous avez des secteurs également, il y a quelques secteurs qui fonctionnent très bien. Vous avez le secteur des drones par exemple, où il y a quelques acteurs comme Parrot, qui là aussi a été ramassé de l'argent, qui se trouve dans une situation de trésorerie qui est juste délirante. Donc là, on n'a pas d'inquiétude forcément sur le bilan, c'est-à-dire c'est les sociétés saines qui ont de l'argent. Exactement, c'est là qu'il faut aller chercher et qui se casse la figure. Que demande le peuple ? Donc c'est parfait. Théodore Stanton, justement, sur ce secteur des small et mid cap, c'est quelque chose que vous regardez également ? Non, assez peu. Nous, on a plutôt une approche top-down et vraiment allocation par zone géographique. Mais c'est vrai que la thématique de la silver economy, notamment médicaments, vieillissement de la population, exactement, sont des sujets effectivement de croissance. C'est quelque chose qu'on retrouve aux États-Unis, notamment dans les créations d'emplois. C'est ce qu'on a retrouvé en France. On a eu un des plus gros succès, c'était O2. Enfin, on retrouve quand même ces thématiques à travers le monde. Et alors justement en termes d'allocation, on va parler géographique, qu'est-ce qu'on fait en ce moment ? Alors on rappelle, résumé des épisodes précédents, les gérants étaient focalisés sur l'Europe, les actions, est-ce que c'est toujours le cas ou finalement cette baisse de 15% a rebattu un peu les cartes ? Alors l'Europe reste pour beaucoup la zone clé. Effectivement, on est sur des valorisations qui ne sont pas forcément encore très élevées. On a un potentiel qui est encore bon. C'est une économie qui commence à peine à se retourner au niveau global. Quand on regarde le chiffre du chômage au niveau européen, l'inflexion est relativement récente. Ne parlons pas du cas de la France où elle n'a pas encore commencé. Par contre, on commence à retrouver de l'intérêt, notamment sur les États-Unis. On a finalement une dévalorisation qui ont notamment le secteur bancaire, mais on a là aussi un rabais de 20% avec une perspective de croissance finalement qui a assez peu bougé. Alors effectivement, les anticipations d'inflation, la croissance nominale sur un trend de 5 à 10 ans sont un peu plus faibles, mais on est quand même potentiellement sur des valeurs assez intéressantes.
On commence aussi à regarder de nouveau les émergents. Ça, c'est vraiment- nouveau. Alors c'était vraiment terra incognita. Il fallait surtout pas y aller. Alors, Est-ce que désormais, on commence à y aujourd'hui, aller je pense que le market timing n'est pas encore très bon pour y aller. Alors, on va devoir attendre un petit peu de baisse de la volatilité, mais on voit de l'amélioration sur les balances extérieures des différents pays. On voit pour certains un commencement de stabilisation sur les enquêtes des chefs d'entreprise, donc dans le service ou l'industrie manufacturière. Et aujourd'hui, de nouveau, on se retrouve avec des décotes de 50-60%, sans compter l'effet de change. Puis ensuite, on a quand même pour certains de ces pays des croissances démographiques et donc une croissance structurelle qui fait que pour certains pays, on est quand même sur un trend qui est extrêmement positif, quelque chose qu'on ne trouve pas en Europe, qu'on ne trouve pas aux États-Unis et qui font réfléchir et qui évidemment vont peut-être rentrer de nouveau dans les allocations en 2016 après être sortis. Des quatre grands, on parlait des BRIC, Brésil, Russie, Ouais. Inde, Chine. Est-ce qu'il y en a un qui est parmi vos préférés sur les émergents? Probablement aucun des quatre. Alors vous allez voir quoi? On va regarder plutôt, je pense, le Mexique, on va regarder le Chili, on va regarder peut-être éventuellement l'Afrique du Sud. Ce sont comme des valeurs qui ont un biais matière première, donc il va falloir aussi avoir des développements sur ce côté-là qui sont un petit peu meilleurs et donc évidemment sont très dépendants de la Chine. Qui est quand même pour la plupart le premier consommateur ou le premier grenier de stockage. Une autre question, Laurent Bancet, c'est sur effectivement l'activité d'IPO, de fusion-acquisition qui a bon, on va dire, c'était une très bonne année en 2015. 2015, ça s'est vraiment tari, évidemment, quand on a des baisses de marché. Ça ne donne pas trop envie d'aller faire appel à ce même marché. Est-ce que vous pensez que, voilà, s'il y a de stabilisation, ça va reprendre? On a vu beaucoup de fusions-acquisitions, notamment sur toutes les valeurs, pas techno, mais les fameux ESN, les entreprises de services numériques, c'est pas ça? C'est bien comme ça qu'on est, les Valtech, les GFI informatiques. Vous pensez que ça va se poursuivre Bien sûr. en 2016? Oui, bien sûr. Quelles sont les cibles alors? En fait, tout le niveau de marché est très important quand vous avez des introductions en bourse. On dit toujours que la bourse, quand plus personne n'en veut, on introduit une boîte en bourse. Il ne faut jamais monter sur une introduction en bourse. Il suffit de voir dans les acteurs, il y a un certain nombre d'acteurs, sauf les plus belles sociétés, vous les retrouvez à... je ne vais pas vous citer des Viadeo, etc., mais vous les retrouvez beaucoup plus bas que les cours d'introduction. C'est vrai que sur 2015, ça a été un cru record. Je crois qu'il y a eu près de 60-65 sociétés introduites, un petit peu plus, près de 90. Et il y en a qu'un tiers qui, à la fin de l'année, était au-dessus de leur cours d'introduction. Alors c'est historique. C'est historique. Pour autant, si vous faites de la théorie financière, vous voyez qu'il ne faut jamais souscrire à une introduction en bourse. Pourquoi? Parce que c'est un signal négatif. On vient chercher l'argent parce qu'on ne peut plus aller le chercher par ailleurs. Donc tout simplement. Pour autant, il y a quelques valeurs qui ont bien performé. Il y avait de très beaux acteurs qui se sont introduits. Il y avait SPI par exemple qui était une très belle introduction. Alors évidemment, à l'inverse, il y a des gens qui ont complètement raté le coche. Je pense par exemple à Deezer qui voulait venir chercher un certain nombre de centaines de millions et qui se retrouvent dans le privé à en avoir 3 fois moins, mais pour autant qu'il y en a un petit peu. Donc il y a des acteurs qui vont se représenter parce que quand même la bourse en termes de crédibilité pour ces entreprises, c'est très important d'être coté. Donc si on se stabilise, voire si on reprend légèrement, il y aura à nouveau des introductions en bourse. Et tant mieux, ça fait vivre la cote parce que sinon la cote ne se renouvelle pas et en 20 ans, on traite toujours des mêmes valeurs. Ouais, d'autant qu'il y en a aussi qui disparaissent, qui ne sont ouais. plus là ou qui fusionnent. Et effectivement, ça fait moins d'acteurs. On reste dans le secteur techno. Du côté du Nasdaq, on a vu que ça a plombé beaucoup plus vite, effectivement, puisqu'on peut parler des États-Unis, peut-être il faut y revenir en même temps. Est-ce que justement dans ces technos, il y a des choses qui vous intéressent? Enfin, c'est un secteur, un indice qui vous intéresse? Aujourd'hui, on est plutôt ce sont des secteurs qui sont extrêmement sensibles effectivement aux exportations, exportations de services, etc. On a vu sur la techno, et notamment on a vu la chute de Twitter, on a vu la chute de GoPro, on a vu la chute de LinkedIn. On a été sur des valorisations qui étaient énormes. Pour certaines, on était dans l'IPO l'année précédente. Est-ce qu'il faut y avoir une corrélation? La théorie a peut-être du bon alors. La théorie a toujours du bon. Voilà. Donc, oui, il y a encore des belles choses dans les technos, mais finalement, est-ce que c'est vraiment le secteur qui est le plus intéressant actuellement à acheter? Probablement pas encore. Survalorisé selon vous? Pour beaucoup, oui. Pour beaucoup? Ah oui, très certainement.
Bon, parce que Très LinkedIn, voilà, vous parliez de Vadeo, c'est vrai que c'est une belle gamelle. Il y a une semaine, sur LinkedIn, on a perdu 40%. Et pourtant, le titre a été introduit il y a quelques temps maintenant. Et souvent, on a ce parcours, effectivement, on passe en dessous du cours d'introduction avant de le redépasser avec le temps et une fois que le business model a fait ses preuves. Donc, vous nous parliez effectivement de tout ce qui est médical, biomédical, biotech en particulier, les drones également. Est-ce qu'il y a d'autres valeurs plus, on va dire, cycliques ou industrielles, mid-cap, toujours pareil, que vous suivez, qu'on peut mettre actuellement en portefeuille? Alors je vais vous citer la plus belle performance de 2015. Alors est-ce que la performance passée présume de la performance à venir? J'en sais rien. Mais la plus belle contribution des portefeuilles valeur moyenne l'an passé en France, voire même en Europe, c'était Trigano, les camping-cars. La vente de camping-cars. Les carnets de commandes sont toujours pleins. Donc automatiquement, vous aurez à nouveau cette année une excellente vente de camping-cars. Donc ça peut être une valeur qui peut être un choix. Elle a corrigé. Vous étiez à 65, vous êtes revenu à 49. Donc finalement, pas besoin, vous dites, d'aller chercher des business models très compliqués. On peut regarder aussi ce qui se passe autour de nous. Et de toute façon, très compliqué, personne ne le comprend. Donc autant aller chercher ce qui est simple. Non, mais par rapport, on pense effectivement à des SS2I, effectivement, on ne comprend pas toujours les logiciels, les SaaS, les API, etc. Bon, là, on est sur un modèle effectivement traditionnel, on va dire, un business très simple. traditionnel. Et ça fonctionne. Une question, vous qui êtes justement au contact, j'imagine, des entrepreneurs, des managers de ces sociétés, est-ce qu'ils sont inquiets quand on voit cette conjoncture? Est-ce qu'il y a des effets de bord, je veux dire, du secteur de la finance en général qui baisse comme ça, qui peut bloquer certains projets et qui inquiète les chefs d'entreprise? Bien évidemment. Pour autant que vous êtes dans la période prochainement donc des résultats 2015 avec les perspectives 2016 et au-delà, et donc à ce moment-là on aura une idée plus précise des inquiétudes ou pas de tous ces entrepreneurs. Mais jusqu'à preuve du contraire, on est arrivé, quel que soit le business, on est arrivé dans des choses qui sont beaucoup plus rapides. Là aussi, ça zappe particulièrement. Et donc tous ces entrepreneurs qui fabriquent de la machine-outil ou qui fabriquent du rêve, eh bien, ils se retrouvent à tourner beaucoup plus vite et être beaucoup plus réactifs. Donc la vérité d'un jour, qui est peut-être celle du lendemain, mais encore moins souvent celle du surlendemain. C'est-à-dire que ça va très vite maintenant, même pour la vieille économie. Alors effectivement, cette vieille économie bousculée par tout ce qui est digitalisation, évidemment, elle est partout, elle est même sur des métiers extrêmement traditionnels. La banque, vous parlez des fintech, on a reçu pas mal de fintech sur ce plateau. On boucle la boucle avec notre début de débat sur les banques. Effectivement, est-ce que ça va révolutionner? Est-ce que vous pensez que ça va véritablement révolutionner même vos secteurs, vos business, messieurs, dans l'asset management? Bien sûr. Alors aujourd'hui, pour beaucoup, on parle d'intégration. C'est l'intégration de ces technologies en interne. Maintenant, effectivement, les grands leaders sont sur des business models qui ne sont pas encore totalement définis, ils n'ont pas encore trouvé leur point mort. Mais en tout cas, c'est une vraie révolution. C'est une vraie révolution, en tout cas, au niveau de l'interaction avec le client, de l'expérience utilisateur. Donc on voit beaucoup de choses de ce côté-là. C'est ce qu'on a vu dans les autres secteurs. On parle à outrance de l'ubérisation des différents secteurs. Mais c'est vrai qu'il y a une nouvelle génération qui est en place, une nouvelle génération de consommateurs. C'est la génération de l'instantané, c'est la génération de l'Amazon livré en 24 heures. C'est une autre façon de concevoir les stocks, c'est une autre façon de livrer. Donc effectivement, il y a des changements structurels qui apparaissent dans les économies. Et la banque, le secteur d'asset management, entre autres, n'y échappera pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'on aura toujours besoin de vos lumières. C'est vous qui êtes sur les marchés tous les jours, qui analysez. Et quand le marché tremble, effectivement, même fait un peu plus, on a besoin d'être rassuré ou d'avoir des discours cohérents comme ceux de ce matin. Merci en tout cas à nos deux invités, Laurent Poncet de Palatine, merci, et Theodore Stanton de Haussmann Consulting Group. Cette édition de Direct Gestion est terminée. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain matin, 9h30, pour un nouveau débat. Dans un instant, on se reconnecte au marché. C'est Lucie Morlot avec Direct Investisseur. Bonne journée à tous.